Bon bah salut les amis, tout a l'air de bien marcher. Apparemment, ouais, il y a du son, il y a tout ce qu'il faut. J'espère que vous allez bien. Je refais des tests encore avec ce micro-cravate là qui me déplaît. J'aime pas le son est assez acide, on va dire. C'est un SX, je crois, SX Sennheiser. Alors c'est moins cher des Sennheiser. Franchement, ça vaut pas le coup. Je trouve pas le son très sympa. J'ai changé le micro. Je garde l'émetteur et je garde le récepteur, mais j'ai acheté un micro qui coûte le prix de l'ensemble pour mettre dessus. Donc un Sennheiser aussi, mais un Cardio. Alors ça, c'est un Cardio que j'ai déjà racheté. Sennheiser, mais 120 €, je crois, je l'ai payé. Alors, il est meilleur que le micro fourni de base à un Omni. Alors, un Omni, moi, dans mon environnement assez bruyant, parce que j'ai des ventilateurs, etc., c'est pas possible. Donc, il me fallait un Cardio. J'achète un Cardio, le moins cher, évidemment. Et évidemment, il me convient pas. Donc là, j'achète le meilleur Cardio de chez Sennheiser, ceux qu'on voit à la télé, les gros là, comme ça, je sais pas si c'est des Sennheiser qu'ils ont là-bas, mais bon, truc un peu plus costaud. On va voir ce que ça donne. Je le reçois mardi. Pour l'instant, je continue avec celui-là parce que je trouve le Beyer là, qui est vraiment un très très bon micro. Il est stéréo, c'est un statique. Très précis, très fin, il est génial, sauf qu'il prend quand même vachement la pièce, il prend les bruits de ventilateur, etc. Donc on va voir, je rachète encore un micro, on va bien voir ce que ça donne. Je veux avoir un son correct, tout en étant indépendant de l'environnement de la pièce. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Alors là, on continue. Hein, on va attaquer l'ampli lui-même. Déjà, alors, comment je vais m'y prendre? Bon, on va y aller étape par étape, hein, comme d'habitude. Je vous montre l'intérieur. Donc, c'est l'intérieur d'un ampli des années 60, vachement bien fait. C'est très très bien fait. Alors, il y a eu des bricolages, là, ici, là, que je vais, avant de mettre le jus dedans, évidemment, je vais modifier tout ce qui est visuellement inacceptable. Alors, je vous montre un peu l'intérieur de plus près. Donc ça, évidemment, je refais complètement. Tout ça, toutes les soudures louches. Alors là, il s'est passé quelque chose. Hein. Parce qu'on a ce condensateur ici qui est sur une L34. Je pense que c'est sur la cathode, je n'ai pas regardé encore. Il a bien chauffé. Ici, ça a bien chauffé. Là, on a un fil qui a carrément fondu. Ici. Ici, là, ces condensateurs-là, c'est à changer aussi. C'est du chimique. Par contre, tout ce qui est condensateur papier, les moutardes, etc., je ne change pas. Là, on a deux chimiques à changer aussi. Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui ont été refaites sur cet ampli, parce que là-bas, on a des résistances carbone, ici, là. Là, c'est pareil, il faut aller voir ce qui s'est passé là dans le coin, mais c'est tout moche. Je refais de toute façon tout ce qui est moche. Qu'est-ce que je vois d'autre? On va faire ça petit à petit. Hein. Donc ça va être la première chose à faire. Tout ce qui est visuellement louche, on refait. Là, par exemple, vous voyez, là, ici, là, on a une espèce de soudure qui est à moitié sèche, avec le fil oxydé. Et je me demande si la soudure est encore bonne. Donc on change tout ça. Hein. On va les mesurer, on va s'amuser à les mesurer pour voir ce que ça vaut. À mon avis, ça vaut pas grand-chose. Des soudures comme ça, là, ici, bon, je vais tout refaire au propre. Il y a quand même des choses à refaire au propre.
Alors je ne change rien. Là, ici, la soudure, là, je ne sais pas si vous voyez ici, là. Bon, bah ça, il faut refaire tout ça propre, hein. Voilà, voilà. Là, on ne sait pas pourquoi, mais la masse a été enlevée la masse a été enlevée du châssis du potentiomètre. Alors, ce sont des potentiomètres. Malheureusement, ils sont étanches. Quoique, il y a peut-être un trou ici. Donc, je pourrais peut-être mettre de la bombe contact dedans. Oui, il y a peut-être un petit trou ici. On pourra peut-être faire quelque chose. Parce qu'ils vont sûrement cracher, hein, évidemment. Ici, on a les 4 entrées guitare, les réglages de gain. Alors, réglages de gain, apparemment, il n'y en a que 2. Ah, peut-être là, ici. On va voir comment ils ont organisé les potentiomètres. On va voir. Très beau switch professionnel d'époque. Alors ça, c'est du beau switch. Marche arrêt et sans doute stand-by. Alors ici, il y a un potentiomètre, je me demande, ça doit être, c'est un centome, je me demande, c'est le potentiomètre d'équilibrage des filaments, de la tension de filament, pour faire un point milieu virtuel, puisqu'on va, on va sur la masse ici, là. Donc on va refaire tout ça. Tout ce qui est louche visuellement, on va tout refaire. On va tester tous les condensateurs, voir si on n'a pas en court-circuit, etc. Mais aujourd'hui, comme j'ai envie de m'amuser, et de toute façon c'est à faire avant de remettre le jus là-dedans, on va tester les lampes avec un testeur de lampes. Alors attention, ce n'est pas un lampemètre, hein, c'est un testeur de lampes. Je vais vous expliquer la différence tout à l'heure, enfin à l'instant pour vous. Sinon, bah, une fois qu'on a refait tout visuellement, on enlève toutes les lampes, on refait tout ce qui est visuellement moche ou visuellement mort, les soudures louches, etc. On nettoie les potentiomètres et on va remettre le jus dedans. Évidemment, en ayant refait aussi l'alimentation, parce que l'alimentation, je n'ai pas encore refaite. On va remettre le jus dedans sans les lampes. Et on va vérifier toutes les tensions de polarisation, voir si elles sont bonnes. Si toutes les tensions de polarisation sont bonnes, il y a de fortes chances déjà pour qu'on puisse faire marcher l'ampli. Après, il y aura peut-être d'autres problèmes, hein. Mais dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire. Donc on teste les lampes. Aujourd'hui, on va s'amuser avec un lampemètre. On teste les lampes. Avant d'enlever les lampes, je les numérote. Donc le L34 1, 2, et là je note les 12 AT7, la 1, la 2, la 3. Bon, elle, c'est pas la peine, c'est la seule F86 avec son blindage. Alors vous allez me dire, alors là je vais mettre 1, 2, 3. Alors vous allez bien, pourquoi je numérote les lampes? Eh bien je numérote les lampes parce que s'il y a quelque chose qui a cramé, par exemple, on a vu que sur le L34, il y avait quelque chose qui s'était passé. Je veux savoir laquelle c'est et je veux voir si ça correspond à une déficience de la lampe au testeur de lampe. D'ailleurs, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle tient plus très bien. Ouais. Il y a le socle qui bouge. S'il se passe quelque chose, je veux savoir dans quel ordre étaient les lampes. Par exemple, si j'ai une lampe microphonique, légèrement microphonique, je vais prendre cette lampe. Si elle est, par exemple, sur l'entrée, je vais prendre cette lampe et puis je vais la mettre en déphaseuse. En déphaseuse, on s'en fout, ça, une lampe microphonique, elle posera pas de problème. Ou je vais la mettre sur un étage où il y a beaucoup moins de gain et où la microphonie ne s'entendra pas, par exemple. C'est un exemple, mais de toute façon, toujours savoir où étaient placées les lampes, parce qu'en cas de problème, on sait exactement si on a à soupçonner une lampe ou quelque chose. Donc voilà l'appareil, c'est un appareil, alors je vous dis d'où il sort.
C'est un NR Professional, National Radio Institute, Washington, modèle 71, tube testeur. C'est probablement un appareil des années 50. Alors comment ça marche? Ici j'ai une roue avec un papier qui défile. Je vais sélectionner les lampes sur ce papier que je veux tester. Alors ce sont des 12 AT7. Alors 12 AT7, c'est par ordre alphabétique. Donc là j'ai 12, 12 AV7, on remonte, 12 AT7, voilà, j'ai 12 AT7. Et là j'ai une série de chiffres qui va me permettre de régler l'appareil pour les 12 AT7. Donc le premier chiffre, c'est un 9. Et ça correspond au A. Il y a A, B, C, D. Et après, test. Donc je me mets sur 9 en A, ici. Ensuite, en B, j'ai 8. Donc je me mets sur 8. J'étais déjà sur 8, ici. Vous voyez, c'est un rotecteur. Et on se met sur 8. Ensuite, en C, ici, grand C. En C, je suis à 4. Donc je vais me mettre à 4 ici, sur la graduation 4. Ensuite, caché par le trait ici, j'ai 1. Je suis déjà en 1 ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais tester la première triodes, puisque n'oubliez pas que les 12 AT7, ce sont des doubles triodes. Donc je vais tester la première en 6 et 7. Je me mets sur test ici, je suis la ligne. Et je me mets 6 et 7. Et là, je peux mettre ma lampe. Ne jamais mettre la lampe avant. Je mets ma lampe, je règle mon 0, qui est bon. Là, je suis prêt. Et là, je laisse chauffer la lampe. On ne peut pas mesurer la lampe tant que le filament n'est pas chaud et qu'elle n'a pas chauffé un petit peu. Voilà, donc une trentaine de secondes. On va regarder déjà si ça suffit. Voilà, ça descend encore, ça continue de descendre. Bon, celle-ci est très pâle des genoux, pour pas dire mauvaise. Donc c'est la lampe numéro combien? Qu'est-ce que j'ai mis comme numéro? C'est la lampe numéro 2. Et on la mesure. Alors là, c'est la... Comment? C'est l'émission de la lampe. Hein. On mesure qu'une chose. Si son niveau d'émission cathode-anode est bon. Là, on voit que c'est pas très bon puisqu'on est à 32. Donc je note. AT7. Numéro 2. Elle est à 32. Donc elle est... Pour moi, elle est mauvaise. Hein. Elle marche. Hein. Elle va marcher. Hein. Mais on va dire qu'elle est en fin de vie. OK. On met la lampe, c'est la numéro 3. On la laisse chauffer, hein, comme l'autre. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Bon, bah celle-ci, elle est franchement bonne. Hein. Elle est franchement bonne. On la mesure à 84. Alors on peut tapoter un petit peu dessus. Alors, vous voyez, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Et ça, je le fais systématiquement, donc il ne faut pas s'inquiéter. Je n'ai testé qu'une triode sur l'autre. Bon, de toute façon, je peux tester la seconde pour voir par curiosité, mais de toute façon, si la première triode est mauvaise, je la garderai pas. Hein. Alors celle-ci, la première triode est bonne, donc la 6 et 7. Donc je me mets ensuite, la deuxième triode, c'est 1 et 2. Donc je me mets en test sur 1 et 2, et on va regarder. Et on est vraiment bien parce que je la mesure à 83. Presque, là en chauffant un peu, elle monte à 84 quasiment. Hein. On va dire 83 quand même. Donc cette lampe est très bonne. Donc la numéro 3,
La numéro 3, on la mesure à 84 et 83, donc c'est très bon. On va, pour le fun, on va quand même mesurer la première, la numéro 2 que j'avais faite tout à l'heure. On va mesurer quand même la deuxième triode, voir si elles se sont dégradées toutes les deux. Alors attendez, il faut attendre qu'elle chauffe quand même. Vous voyez, là, elle chauffe. Donc l'aiguille monte. J'espère que vous voyez bien. Voilà, et on est à, pareil que la première triode, on est à 34, l'autre était à 32, et ça baisse, vous voyez, en chauffant, ça baisse. Donc cette lampe est complètement morte. Ça baisse encore, là on est à 30, 28, voilà, ça baisse. Je vais attendre un peu. Celle-ci, elle est bonne pour la poubelle. On va dire la déchetterie. Hein. Parce qu'on ne les met pas à la poubelle, ces lampes-là. Vous voyez, là, on est quasiment arrivé à 20. On est à 22, là. Et ça continue de descendre très, très, très lentement. Et on descend encore. Là, on est arrivé à 20. Là. Donc celle-ci est mauvaise. On va tester maintenant la numéro 1. On la laisse chauffer. Et on va tester la première triode de cette double triode. Et on est très bien puisqu'on est... Alors vous voyez, c'est assez cohérent avec l'autre qui est bonne. On est à 84 comme l'autre. On tapote un petit peu dessus pour voir s'il n'y a pas de problème de faux contact. Non. Donc on va tester la deuxième triode. 6 et 7. Hop, et on est même meilleur puisqu'on est à 86. On est à 86. Donc là, je mesure... Ah, alors ça descend un petit peu en chauffant. Ouais, non, c'est stable. On est à 86. Donc cette triode numéro 3, elle est à 84 et 86. Donc on est très bien. Donc on en a deux de bonnes. Maintenant, on va tester le F86. Pour le F86, j'ai un papier à part, Supplementary Tube Chart, parce que c'est pour les lampes qui sont arrivées après la fabrication de l'appareil. Évidemment, les lampes n'étaient pas inscrites sur les rouleaux. Donc j'ai un document en plus pour les lampes, pour beaucoup de lampes qui nous intéressent d'ailleurs, puisque là-dedans, il y a les EL4, il y a les EL34, les EL84, les EZ81, etc. Donc là, EF86 en A. Donc je ne me trompe pas. En A, on est en 4. 4. Vous voyez, j'ai fait une erreur. Je ne devrais pas mettre la lampe avant d'avoir fait tous mes réglages. 4. 8. Donc là, on touche à rien. On est bien sur 8. Là, on se met à 26. OK. Là, on se met sur 2. Et pour le test... Alors elle n'a que, c'est pas une double pantode, hein. On a qu'une lampe à l'intérieur. On se met sur 1, 6, 1, 6 et 9. Voilà. Et là, je peux mettre la lampe. Voilà, le 0 est pas mal. On la laisse chauffer. Alors évidemment, ce testeur de lampe fait que tester la lampe, voir si elle marche ou pas, c'est tout. On ne peut pas savoir si elle est microphonique, bien qu'en tapotant un peu dessus, des fois ça bouge, mais on ne le voit pas vraiment à l'aiguille. On ne sait pas si elle va avoir des bruits parasites, on ne sait pas si elle va souffler, surtout une F86, je ne l'ai pas dit dans la première vidéo, mais pourquoi on n'utilise pas systématiquement des EF86? Parce qu'elles sont chères, parce qu'elles sont fragiles. Quand elles sont neuves, ça va à peu près, mais très vite, elles se mettent à souffler au bout d'un moment.
et elles sont très sensibles aux pollutions électromagnétiques extérieures. C'est pour ça qu'on met systématiquement un blindage. Pourquoi elles sont très sensibles aux pollutions électromagnétiques extérieures? C'est parce que elles ont un très fort gain, un très très fort gain, une impédance d'entrée qui est assez grande, donc elles captent très facilement. Donc il faut toujours les blinder, hein. Le F86, c'est blindage dessus obligatoire. On lit. Et elle est pas mal. Elle est pas mal. On la mesure à 70, ce qui est plutôt très bien. Alors attention, c'est pas le gain, hein, là, qu'on mesure. On mesure vraiment l'émission avec une tension donnée, etc., qui est normalement normalisée pour ce type de lampe. On mesure la moyenne, hein, de son émission cathodique. Oui, cathodique, oui, on peut dire cathodique. On ne mesure pas le gain de la lampe, puisque le gain de la lampe est déterminé par le rapport entre ce qu'on lui met sur la grille et ce qu'elle ressort sur l'anode. Là, on ne mesure pas le gain, attention. Parce que si vous pensez, vous dites, oui, mais alors, la 12AT7, elle est à 80, elle est à 70, donc elle amplifie moins. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Donc là, on est à 70, c'est stable. Ah, elle est bien. Donc le F86, c'est bien. Très bonne nouvelle. Donc j'ai dit le F86, on est à 70. Maintenant, je vais... là, je rebaisse ça parce que c'est assez haut. On va tester les EL34. À mon avis, on va avoir une petite surprise. Alors, EL34... ce sont des lampes qui sont un peu plus récentes que l'appareil. Donc EL34, je les ai ici sur mon document, sur ma charte supplémentaire. EL34, alors on se met en 7. On se met en 7 en A. Ensuite, 8. Donc là, on ne bouge pas. Là, on se met à 24. Alors L34, non, je me gourre, on est en 4. Faut pas se tromper de ligne, hein. Donc 7, 8, 4 et 1. On se remet en 1 ici. Et la position de test, c'est 1, 3, 4, 5. Alors 1, 3, 4, 5. Voilà, et là on est bon. On teste la numéro 1. Alors évidemment, comme d'habitude, on va faire le 0. Et on attend qu'elle chauffe. Ouais, elle doit être chaude là. Elle est bonne. Alors, vous voyez, en chauffant, elle monte un peu, ce qui est bon signe. Quand ça descend, c'est mauvais signe. Et là, on va quasiment arriver à 80. On est à 78. On est stable à 78. Alors, on peut tapoter aussi dessus. On monte un petit peu encore. 79. On est presque à 80. Alors, on n'est vraiment pas loin de 80. Avec le suivant qu'on regarde un peu, qu'on se penche un peu à droite ou à gauche, on est à 80 ou pas. Allez, on va dire 80. Donc le L34, numéro 1, elle est à 80. Alors la deuxième, je vais laisser chauffer, on va faire le 0 quand ce sera chaud. Quasiment à 0 là. Voilà. Alors pour aller plus loin dans le test des lampes, il faudra un lampemètre et tracer les courbes de chaque lampe. Sérieusement, on n'a pas le temps de le faire, hein. Et en plus, tracer les courbes, ça donne pas tout aussi. Donc une fois qu'on a testé que la lampe était bonne, donc on risque pas de cramer quelque chose, etc. parce qu'elles peuvent être en court-circuit.
On les teste auditivement et là on se rend compte du moindre problème très vite. Si jamais on avait besoin de sortir les caractéristiques des lampes, à ce moment-là il faudra un lampmètre. J'en ai pas, j'en ai jamais eu, j'en aurai jamais parce que ça coûte trop cher, c'est introuvable, c'est pas simple à avoir et puis c'est pas d'une grande utilité quand on veut pas tester une lampe vraiment à fond, quoi. Alors là, on est à 82. Ah, 81, on va dire. Très cohérent, hein, très bien appairé avec l'autre lampe. Très très bien. Donc celle-ci, une à 80, une à 80. Bah écoutez, c'est parfait, hein. Alors voilà, sur toutes les lampes, là, on n'a qu'une 12 AT7 de défectueuse, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, on est sûr de nos lampes. J'avais pas vu, mais enfin, je vous ai pas montré plutôt. Et là, on a 2 gros condensateurs qu'il va falloir tester aussi, probablement à changer. Alors moi, je ne les remplace pas, ils sont gonflés un petit peu. Peut-être que c'est d'origine, hein, peut-être que c'est la fabrication qui est comme ça. Moi, je ne les change pas par les modèles équivalents parce qu'il y a des refabrications de ces condensateurs, là, même format. Ces condensateurs refabriqués et on ne sait pas ce qu'ils mettent dedans. Moi, à mon avis, j'ai bien peur qu'ils mettent des condensateurs lambda dedans. Ils vous font un bon boîtier et ils vendent ça une fortune. Je suis contre. Donc moi, je mets plutôt des condensateurs modernes et fêtés. On verra si on n'a pas la place de les mettre là, on les mettra ailleurs. Ou alors, ce qu'on pourra peut-être s'amuser à faire, je ne sais pas si j'aurai le temps, c'est de les vider. On peut les vider, de mettre des condensateurs modernes à l'intérieur, puisqu'ils sont plus petits, et de les remettre ici, en place, et on n'y voit que du feu. Ça, c'est aussi une possibilité. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Je ne l'ai jamais fait parce que c'est chronophage, hein. Mais ça peut être marrant à faire. Alors, il faut les ouvrir très délicatement. Faut pas qu'en les ouvrant, il ne faut pas les abîmer. Ça peut être quelque chose de drôle à faire. On va voir, je vais voir si j'ai le temps ou pas de faire ça. Eh bien écoutez, petite vidéo courte, on a avancé, on connaît l'état des lampes, on sait ce qu'il y a à faire dedans. La prochaine fois, on attaque le dur, on attaque la pratique. On attaque les soudures. Voilà, bah écoutez, portez-vous bien. Une petite vidéo rapide de mise à jour du projet. Bye bye.